Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Heureux de vous retrouver pour Des mots de minuit. Ce soir, nous allons essayer de parler de, enfin, sinon de mai 68, en tout cas du souvenir qu'on peut en avoir et des graines qui ont été semées par cet événement important dans notre histoire. Nous recevons Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. À vos côtés, vous avez le hip-hop, la chorégraphie, c'est Mouran Merzouki, c'est le groupe Kefig et c'est un nouveau spectacle, plus spécialement destiné aux enfants cette fois-ci. On verra de quelle façon. Stanislas Nordet, et je note que, comme Mouran Merzouki, on vous recevait dans cette émission il y a 10 ans, pas forcément ensemble, mais c'était la même année, 98-2008. Stanislas, on va voir avec vous comment vous avez évolué dans le théâtre depuis 10 ans. Et puis des nouveaux dans l'émission, puisque c'est Tête Raide qu'on a évoqué l'autre jour avec Stig Dagerman et un extrait du clip qui va avec cette chanson. Mais ce soir, ils nous reviennent pour leur dernier album. Ça s'appelle Banco. Et dans un pays où il y a un ministère de l'identité nationale, il était logique que le premier extrait de cet album, ce soit Expulsez-moi. Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut, expulsez-moi. Je siffle faux, expulsez-moi. Il paraît que chez toi, expulsez-moi. Ouverts sont les bras, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Non, ne frappe pas à ma porte. À moins on est mieux, je me porte. Non, ne frappe pas à ma porte. Yahouchi. Je suis un oublié, expulsez-moi. Je ne fais que passer, expulsez-moi. Sur mon tapis volant, expulsez-moi. Je n'ai pas 10 ans, expulsez-moi. Quand les bouches du métro vomissent des troupeaux, il était une fois. Chez toi, c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. Non, ne frappe pas à ma porte. À moins on est mieux, je me porte. Non, ne frappe pas à ma porte. Expulsez-moi. Yahouchi, borra, 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 borra. Et puisque c'est comme ça, je t'invite chez toi. Quand il y aura plus que moi, je m'expulsera. Expulsez-moi, 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 expulsez-moi. Expulsez-moi, expulsez-moi, expulsez-moi. Moins on est mieux, je me porte. Non, ne frappe pas à ma porte. À moins on est mieux, je me porte.
ma porte. Yahouchi, expulsez-moi. Yama 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 expulsez-moi. Yama 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 expulsez-moi. Peut-être aide, Anne. Christian Olivier vient nous rejoindre. Et Christian, vous étiez accompagné de Grégoire Simon au saxophone, de Pierre Gauthier au trombone, de Pascal Olivier à la basse, de Serge Bégou à la guitare, d'Anne-Gaëlle Bisquet au violoncelle, d'Édith Bégou au clavier et de Caroline Géril à la batterie. Expulsez-moi, c'est une des chansons, la deuxième, je crois, de cet album qui s'appelle Banco. Daniel Cohn-Bendit, l'expulsion, ça vous connaît? Quel souvenir en gardez-vous? Oui, mais moi, c'est une expulsion de luxe. Hein. Je veux dire, c'était pas, je rentrais, on m'envoyait pas loin. C'était en Allemagne. Moi, ça a été difficile parce que j'ai perdu des tas de copains. Et puis moi, j'ai cru que ça allait durer 2 semaines. Et puis ça a duré 10 ans. Alors évidemment, mais bon, après, je me suis refait une ville. Et aujourd'hui, je dis, ça m'a sauvé la vie. Pourquoi? Parce qu'après 68, si j'étais resté en France, tous les groupuscules, tout le monde me voulait. Il fallait que le mythe de 68 intègre tous ces mouvements et j'aurais été, je ne sais pas ce que j'aurais fait, alors qu'en Allemagne, j'ai été obligé de me refaire une vie dans un monde alternatif, dans des communautés, donc j'ai dû replanter des racines. Et ça a été quelque chose de très fort qui m'a permis de survivre au mythe Cohn-Bendit. Le mythe de Cohn-Bendit, il y a une iconographie Cohn-Bendit, on y viendra dans une seconde. Je voudrais vous montrer 2 éléments. Le premier, c'est un bonus du film de Rothman qui a été diffusé sur France 2, et c'est Perfit qui parle de vous en 98. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette interview de Perfit, ministre de l'Éducation en 68, il est mort. Et de l'information. Et de l'information. Exact. Et l'information dans ce qu'on va voir, c'est la manière dont il parle de vous 30 ans après. Extrait. François Missorf, ministre de la Jeunesse et des Sports, inaugurant la piscine de Nanterre, s'est vu interpellé d'une manière un peu insultante par un garçon dont on allait beaucoup parler par la suite, une espèce de rouquin dont on n'avait pas entendu parler jusque-là, et qui lui dit le seul vrai problème, ce sont les problèmes sexuels. Et alors là-dessus, Missorf lui répond, mais si vous avez des problèmes sexuels, plongez-vous dans la piscine, ça passera. Bon. Alors, nous sommes enquis sur le point de savoir qui était ce garçon. On a su que c'était un étudiant en sociologie, et on a su également qu'il était d'origine allemande. Ça a été le premier incident. Là-dessus, le 22 mars, se produit un phénomène tout à fait nouveau, c'est une occupation de la tour de l'université de Nanterre par de nombreux étudiants, des centaines d'étudiants, dont le leader incontesté était ce garçon, ce rouquin, qui s'appelait Cohn-Bendit. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Christian Fouché d'expulser ce Cohn-Bendit. Voilà, donc et j'ai été sauvé par Maurice Grimaud, le préfet de police. Absolument. Qui dit mais c'est complètement fou cette histoire. Et Maurice Grimaud qui ailleurs donc explique qu'il a essayé de repousser, d'organiser tout ça. Et vous dites que, alors de Grimaud, vous dites
C'est intéressant. Hein. Là, on est dans Édition de l'Aube, Daniel Cohn-Bendit, Ouais. Forget 68. En tout cas, Perfit, on ne va pas l'oublier. Non mais, 30 ans après, C'est parler fou. de vous Mais non, mais je vais encore vous dire comme la ça. vérité. La vérité. 10 ans, Giscard était président. Bon, tout le monde sait qu'il avait des copines, enfin une copine, dont Marie-Laure Decker, et donc qui était intervenue auprès de lui en disant « Enfin, tu ne veux pas lever l'interdiction de séjour de Cohn-Bendit et tout ça ?» Et Giscard a dit « Écoutez, moi, j'en ai rien à cirer, hein, vraiment, qui rentre, etc. » Et c'est eux, Perfit, Fouché, qui dit « Ah non, s'il revient, ça va recommencer !» Ils étaient complètement dingues. Et donc, quand ils ont levé mon interdiction 10 ans après, ils l'ont fait entre Noël et le Nouvel An pour qu'il n'y ait pas de manifestations et d'émeutes dans Paris. Mais ils étaient, enfin je veux dire, et c'est un peu, ça se sent dans la manière dont ils parlent de moi, quoi. Oui, je pense, c'est pour ça qu'on vous a passé ça. On va terminer sur l'expulsion, si vous voulez bien, et un mot sur Grimaud, et on termine sur l'expulsion. Vous dites, dans ce livre d'entretien avec mon confrère Stéphane Paoli et le sociologue Jean Viard, vous dites par rapport à Grimaud, et c'est intéressant, cette façon que vous avez de parler, je n'ai connu Grimaud que plus tard, je ne l'ai jamais vu en 68. Grimaud, c'est quelqu'un qui sentait profondément que ce qui se passait là, ce n'est juste. En même temps, il fallait maintenir un certain ordre. Il a tenté de contenir l'intervention policière dans ce cadre qu'il appelait le maintien de l'ordre. Est-ce que vous auriez dit ça? Vous êtes capable de dire ça depuis combien de temps? Enfin, de respecter le... Bah, vous savez, depuis que j'avais un copain qui est devenu ministère des Affaires étrangères en Allemagne, qu'on participe à des gouvernements... Joschka Fischer. Non, mais c'est vrai que j'ai mis du temps. Mais que Grimaud lui-même ait compris quelque chose, ça, c'est très tôt qu'on l'a ressenti. C'est vrai que le mot maintien de l'ordre paraît un peu liquidateur, pour reprendre une expression bien connue. Mais c'est vrai que Grimaud, c'était un vrai républicain. Par exemple, CRS-SS, ça lui faisait mal. Il dit, c'est pas juste. Il y a des policiers qui se sont battus contre les nazis. On peut pas... Et donc, il sentait quelque chose. Et en tant que républicain, bah, il comprenait aussi que la révolte des jeunes était justifiée par aussi la société telle qu'il la voyait. Et alors, une autre chose que je viens d'apprendre de Grimaud, c'est qu'en 66, en tant que préfet, ou 67, je ne sais pas, il a fait un papier, enfin il a un texte où il a dit « Les villes de demain seront des villes sans voiture ». C'est prémonitoire. C'est quand même intéressant. Vous donnez raison 50 ans avant. Il nous donnait raison 50 ans avant. Enfin, 45, 40. Raison au vert. Ouais. Extrait du film de Rothman, parce que c'est quelque chose qui vous a touché. Vous êtes expulsé et on manifeste dans la rue pour vous. Et le slogan à l'époque, c'est ceci. Le 22 mai, le gouvernement, profitant d'un voyage à l'étranger de Daniel Cohn-Bendit, qui est de nationalité allemande, décide de l'interdire de séjour en France. Cohn-Bendit se présente tout de même à la frontière, où il est refoulé. En solidarité avec l'anarchiste allemand, une manifestation est convoquée vendredi 24 mai à la gare de Lyon. À 20h, ils sont des dizaines de milliers au pied de la célèbre horloge. Des étudiants et des lycéens, mais aussi des délégations d'ouvriers, de cinéastes, d'artistes, d'employés. Étrange coïncidence. À l'heure de la manifestation, le général de Gaulle, en effet, après 3 semaines de crise, a décidé de s'adresser au pays. Groupé autour de transistors, la foule écoute le vieux général. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société. Commentaire sur nous sommes tous des juifs allemands. Nous sommes tous juifs allemands. Oui, je veux dire, il y a quelque chose quand même qui est fou chez Perfit. Je suis allemand, qui est quand même quelque chose d'aberrant. Mes parents ont émigré d'Allemagne en 1933. Mon père était avocat, il défendait des gens de gauche, il devait être arrêté. Donc moi, je suis né en France en 1945. Mon frère, par exemple, à Montauban. Mon frère qui est né en 1936 est français.
Et mes parents croyaient en 1945 aller aux États-Unis, ils ne m'ont pas déclaré. Et donc j'étais apatride. J'étais apatride pendant une quinzaine d'années. Et après, bon, pour des histoires de famille, j'ai pris la nationalité allemande, mais je suis aussi allemand que je ne sais pas qui est chinois. Enfin, j'avais rien d'allemand. Et que ce sont les communistes, avec l'anarchiste allemand, et l'extrême droite et la droite qui ont joué sur l'allemand. Et que 25 ans après la guerre, des dizaines de milliers de gens en France disent « Nous sommes tous des Allemands », c'est déjà formidable. Nous sommes tous des Juifs allemands, c'est extraordinaire. Et ça, c'était des hommes, des femmes, des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des n'importe quoi. Depuis, on n'a pas forcément connu. Sauf peut-être en 2002. Je dis depuis, on n'a pas forcément connu. Non, non, et pour moi, c'était vraiment, c'était la force, cette extraordinaire force de 68, c'est une solidarité multiple. Daniel Cohn-Bendit, un mot sur cette photo qui fait la une de Forget 68, photo de Jules Caron, et puis on regarde quelques photos dans la collection Roger Violet, mai 68, chez Chêne, ou encore de Goxine, Sipaïoglou, France Info Scali, l'histoire en photo. Cette photo est fondamentale. On la voit partout. Oui, parce qu'elle symbolise. Alors c'est toujours compliqué de parler de soi-même et de parler de symboliser quelque chose. Mais cette photo, on m'oublie moi, mais cette photo symbolise seulement cette révolte. C'est pas la voiture brûlée. Et c'est pour ça qu'il n'a rien compris, Père Fitt, avec ses lunettes, là, avec son air complètement pincé. Il n'a pas compris que c'est une révolte pour la vie. Et dans ce visage qui est par hasard est le mien, c'est justement ce sourire de la vie contre quelque chose qui est figé, qui est un casque de CRS. Je suppose que tout le monde vous emmerde parce que vous êtes devenu l'idole, ou l'icône plutôt, de 68. Alors, je me disais qu'on va s'arrêter sur 2-3 mots, des mots de minuit. Par exemple, chez l'éditeur L'Échappée, de Paco Ignacio Taibo II, auteur de romans policiers, mais auteur aussi d'une biographie du Che, je m'arrête sur le mot peur. En 68, avant les Jeux Olympiques, on se souvient du point levé des Américains. Mais on se souvient peu que 10 jours avant Mexico, les Jeux Olympiques, il y a 300 morts sur la place des Trois Cultures à Mexico, dont cet étudiant, à l'époque Paco Ignacio Taibo II, qui écrit par exemple ceci, il s'enferme il se cache pour fuir la répression dans une chambre d'un copain. Et il dit, par exemple, une carte postale touristique japonaise m'obsédait. Elle montrait les lumières nocturnes de Tokyo avec la légende quartier de Ginza la nuit. Le quartier de Ginza continue de me poursuivre depuis ce mur après toutes ces années. Dans cette pièce où esselé, j'avais peur. Durant ces jours, je ne dormais pas. Un mot, peur. Est-ce que vous avez eu peur en 68 ? Non. J'ai pas eu peur parce que c'était autre chose. Et je crois que vous avez raison. Il y avait des moments dramatiques de peur dans différents endroits de la planète, ailleurs. Mais moi, personnellement, j'ai vécu, disons, cette brèche ouverte en 68 comme quelque chose qui était le contraire de la peur. C'était de la joie. Et c'est vrai qu'il y a des moments où des gens me disaient « mais tu dois te protéger » et tout ça. J'ai toujours refusé tout service d'ordre. Moi, je crois que je suis né sous une bonne étoile et que je n'ai pas eu peur. D'ailleurs, je ne connais pas la peur aujourd'hui. Vous n'étiez pas gauchiste, vous étiez anard, vous soulignez dans votre livre d'entretien l'idée du plaisir. Je m'arrête sur un deuxième mot, c'est celui de nostalgie. Chez Argol, écrire mai 68, un certain nombre d'écrivains parlent de 68. Par exemple, Pierre Bergogneau, 59 ans. La rupture fut consommée en l'espace d'un matin entre nos enfances vieillottes, la lettre morte d'un savoir provincial et le village planétaire qui s'est annexé dans l'intervalle toute la Terre. La transition aurait pu se faire sans les manifestations, les barricades, les apparences de guerre civile qu'elle a revêtues en mai 68. Elle aurait pu, mais elle ne s'est pas faite comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours la même chose. Je crois que mai 68 enfin, c'est pas seulement, c'est vrai que c'est un événement planétaire, a accéléré la transformation de nos sociétés. C'est vrai. Alors qu'est-ce que ce serait devenu sans ça? J'en sais rien. Là on voit des images de mai 68, c'est publié par l'INA et ce sont les images qui ont été diffusées à l'époque, DVD qui sort sur toutes les images qu'on a pu voir. Je voudrais vous parler d'un autre mot, l'autre mot c'est la fin. Annie Ernaux parle de la fin de mai 68.
FIN ou FAIM? FIN. Ah bon, pardon. La fin, c'est aujourd'hui. Oui, mais oui, non, c'est pour ça que je ne savais pas. Ouais, c'est aujourd'hui. Donc la fin FIN Ouais. de 68. Et Annie Ernaux écrit ceci: quand on a vu déferler sur les Champs-Élysées une foule sombre avec Debré, Malraux, que le ravage inspiré de ces traits ne sauvait plus de la servilité, et les autres bras dessus, bras dessous, dans une fraternité factice et lugubre, on a su que tout allait finir. Pourquoi est-ce que ça se termine aussi vite, 68? Ben, disons, ce processus avec cette grève générale se termine parce qu'il n'y avait pas d'issue possible, puisque personne ne voulait le pouvoir. Et quand De Gaulle, qui a eu cette idée géniale d'appeler aux élections après son bid du référendum, eh bien, il disait, c'est les communistes ou moi. Et là, il a gagné, parce que la majorité des gens qui étaient en Grèce ne voulaient pas des communistes au pouvoir. Donc, et ça se termine parce que les gens, ils voulaient à un moment changer leur vie. Mais même dans les usines, il y a des tas je me rappelle de films, des bouts de films, où ils expliquaient ce que c'était la caserne, l'usine caserne à l'époque. Et donc, à un moment, on était soufflé. Et le changement de la vie, ça dure après. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui, peut-être. Qu'est-ce que vous retenez de 68? J'aime bien l'idée du désir, du plaisir, de la jouissance, hors volonté de prendre le pouvoir. C'est un des éléments importants de votre propos. Mais parce que moi, je crois que les gens voulaient prendre le pouvoir sur leur vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que la tradition politique, le traditionnalisme politique, l'archaïsme, c'est le pouvoir, ce n'est que le pouvoir politique. Et justement, 68 a balayé cette idée traditionnelle de la révolte ou de la révolution. Un mot, le suivant, et il y en a deux, il en reste deux. Il y a le mot suicide et le mot engagement. Le mot suicide, je le trouve chez Bernard Noël, écrivain, 78 ans. Il est dans Mai 68 écrire, il écrit... Il est significatif qu'une révolution qui fut intellectuelle et morale sans transformer le régime politique n'ait pu être détruite que de l'intérieur par ses propres dirigeants, et que ceux-ci se soient bernés eux-mêmes en croyant trouver dans le socialisme ou l'écologie la suite pratique de leur action. Le droit à l'erreur est indispensable, mais se tromper avec une aussi patiente obstination est la preuve d'une complicité qui fait de vous la caricature de vos illusions. Ben, ce qu'il dit sur le socialisme, c'est vrai. Pas sur l'écologie. Et sur l'écologie, je dis objection. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois qu'il y a une évolution totale de notre pensée. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui ce que disent les écologistes. Ils l'ont dit il y a 30 ans qu'il y aurait une famine si on continue comme ça. On l'a. Ça y est. Il y a 30 ans qu'on D'un dit... côté, 100 milliards, plus de 100 milliards d'euros de bénéfices après impôts pour les entreprises du CAC 40, et de l'autre côté, la faim. Exactement, ou alors la dégradation climatique, ça fait 30 ans qu'on le dit, on l'a aujourd'hui. Donc, de dire que les écologistes se soient trompés, ça me paraît un peu court. Mais je trouve que tous les écrivains ont le droit d'être courts. Hein. Là, il est court, mais je le cite court, mais il est plus long. Oui, mais je crois qu'il y a comme ça une manière d'écrire qui, bon, il faut respecter, mais même si l'écologie n'est pas la suite logique simplement de 68, ça serait complètement idiot de le prétendre. Bernard Noël, 78 ans. Et puis j'en ai un autre vieux à vous montrer, c'est 74 ans, et c'est Raoul Vaneigem. Ah ben lui, c'est grand. Mais Raoul, moi, il peut écrire ce qu'il veut. Il a écrit Traité de savoir-vivre à l'usage de jeunes générations, qui m'a profondément marqué. Et je sais qu'il peut écrire des méchancetés et sur moi et tout ça, mais ça fait rien. Mais pas sur vous. Non, mais il a pas sur moment... vous. Le mot que je retiens, c'est la lutte. Oui. Et qu'un gamin de 74 ans écrive ceci, et je trouve ça génial et on en prend plein les loupes. L'obscurantisme à la mode a beau propager l'insensibilité, la servilité, le fatalisme, la loi du plus fort et du plus rusé, rien n'empêchera la pensée radicale de progresser et de miner souterrainement le spectacle où la misère existentielle est érigée en vertu. La pensée situationniste ne lançait pas un défi mais un pari lorsqu'elle affirmait que mai 68 avait sonné le glas d'une civilisation fondée sur l'exploitation
relation de l'homme et de la nature, sur le travail substitué à la création, sur l'échange, l'appropriation, la séparation d'avec soi, le sacrifice, la culpabilité, le renoncement au bonheur, le fétichisme de l'argent, le pouvoir et l'autorité hiérarchique, le despotisme militaire et policier, les religions et les idéologies, le mépris et la peur de la femme, la subornation de l'enfant, le refoulement de ces défoulements mortifères. Ensuite, la nuit des consciences n'a qu'un temps, la vie a tous les droits, la prédation n'en a aucun, le combat commence à peine. Ouf! C'est formidable. Mais vous savez, mais déjà à l'époque, l'extraordinaire avec les situationnistes, et Raoul, c'est qu'il faut les goûter, il faut goûter tout ce qu'ils écrivent. Il y a une vérité. Alors maintenant, après on en fait ce qu'on veut. Le problème, c'est que surtout ne les côtoyez pas. Il ne faut pas les connaître, humainement, réellement. Oui, mais on a l'impression que ce sont les vieux qui sont politiques. Les jeunes sont... Oui, mais parce qu'ils ne se posent pas les problèmes de la réalité. Il est un cran au-dessus. Encore heureux qu'il y ait des idéologues, au oui, bon non, sens du terme. Mais très bien. Oui, c'est vrai, on peut lire des textes d'André Gortz, c'est vrai, on peut... Morin, Edgar Morin, enfin, c'est tous ces intellectuels qui ont émergé en 68. Bon, il y avait Castoriadis, il est mort, Claude Lefort, qui est quand même le plus grand théoricien de la démocratie. C'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Et, non, mais accessoirement aussi pour dire que l'époque, et c'est ce qu'on voit notamment dans le film de Rothman, l'époque était idéologique. Oui. Alors qu'aujourd'hui, l'époque est même plus idéologique. Elle est sonnante et trébuchante. Parce que l'époque devait détruire des idéologies. Aujourd'hui, c'est des miettes. Il n'y a plus rien à détruire. Alors si, il y a le néolibéralisme. Enfin, il y a de moins en moins de miettes. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a rien. Mais je veux dire, il faut détruire toute une... Maintenant, on a le marché, on a quelque chose qui est un nouveau Dieu, qui est le marché, et donc ça, c'est vrai qu'il faut l'attaquer. Mais Raoul Vaneigem, c'est une autre dimension. C'est de la poésie philosophique. C'est de la poésie philosophique. J'espère qu'il entend ou qu'il écoute éventuellement, mais j'en doute. On lui enverra une cassette. Absolument. Quel est l'objet qui vous prolonge, Daniel Cohn-Bendit? Un objet. On demande aux invités, aux invités de l'émission de venir avec... Oui, alors c'est un truc à deux temps, mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai amené. Alors d'abord, j'ai le premier grand livre d'Hannah Arendt. Bon, c'est en allemand, là, Element und Sprung Totalitätschaft, c'est sur le totalitarisme. Et ce livre, elle l'a dédicacé à mon père. In aller Freundschaft, Hannah. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et il n'y a pas longtemps, je découvre un texte d'Hannah Arendt dans un livre sur l'antisémitisme, où il dit on est protégé de l'antisémitisme que sur la Lune. Et donc, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et dans le dernier texte sur les minorités, je ne vais pas vous le lire, mais elle dit, vu ce qui t'arrive aux Juifs et vu les minorités, l'État, nation, ne peut plus les protéger. Et donc la perspective pour régler le problème des minorités, des Juifs, elle dit c'est Israël. Bon, elle est très critique face à Israël. Elle dit c'est l'Europe. L'Europe doit se constituer dans un espace politique qui protégerait les petites nations et les minorités. C'est intéressant. Et ça va bien avec votre engagement politique actuel. Ouais. Et c'est là que ça devient bel mythique. Écho. Ça devient mythique. Ça, elle l'écrit dans une lettre en 40 à mon père. Et ça, je viens de la découvrir. Et ça, j'ai dit, ça c'est fou. C'est-à-dire que dans une lettre à mon père, elle explique la raison pourquoi moi, aujourd'hui, je m'engage comme ça sur l'Europe. L'inconscient collectif. On est dans Jung, Ouais. c'est extraordinaire. Voilà. Messieurs, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit ce garçon, ce rouquin, un espèce de rouquin, enfin bon. On dit une espèce, hein. Bon, mais Perfit dit un espèce, ministre de l'Éducation quand même. La question de l'explosion, d'un couvercle qui se soulève, surtout moi c'est ma sensation aussi de 68, moi je suis né en 66, c'est la sensation d'un couvercle qui se soulève avec effectivement de la joie, une énergie très forte, et puis d'un couvercle qui se referme quand même assez vite, quoi. Ça c'est une chose je trouve très sensible en tout cas pour quelqu'un de ma génération, cette question de cette joie immense qui pointe,
et puis qui est immédiatement mise sous l'étouffoir. Au niveau du théâtre, je peux le relier à, par exemple, l'émergence très forte à ce moment-là du Living Theatre, de Julian Beck, Judith Malina. Et ce qui est très très marrant, c'est que les générations juste après, c'est-à-dire toutes les générations des Chéreau, de tous ces gens-là, ont assez vite nié cet acte-là qui est devenu une espèce de... devenu un peu dans les histoires de théâtre aujourd'hui des hurluberlus qui se déployaient comme ça. Et on a perdu, je crois, quand on relit aujourd'hui les écrits théoriques de Julian Beck sont formidables parce qu'on voit qu'il y avait derrière une pensée il appelle ça la joy d'ailleurs, d'une explosion, d'une nécessité tout d'un coup de se dresser, mais effectivement j'entends cette question qu'il n'y avait pas de nécessité de prendre le pouvoir derrière, mais que malheureusement, évidemment, le couvercle s'est quand même assez vite refermé. Dans cette image du couvercle, moi je veux bien la partager, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une certaine chose qui sont sorties du couvercle, qu'on n'a pas pu faire rentrer. C'est formidable. Hein, c'est ça dans cette image. Et avant que ça pousse, il y a un temps de latence. Avant que ça pousse, il y a un temps de latence. Et je crois que même Patrice Chéreau est influencé par le Living Theatre. Même si je crois que le Living Theatre, c'est vrai, c'était les précurseurs d'une révolution dans le théâtre qu'on peut retrouver chez Tzadek aujourd'hui, dans des différentes dimensions. Christian Olivier, un mot de commentaire, ou pas d'ailleurs, vous continuez le combat, enfin je veux dire. Nous actuellement, on est quand même sur le vif, on va dire. Sur le fil. Voilà, sur le fil toujours. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu en même temps faire le lien entre 68 et aujourd'hui. On ne peut pas le faire parce qu'on est dans une autre époque, dans d'autres données. Et en même temps, je crois que de toute façon, chacun... moi, pareil, je suis de 64, donc... Vous êtes jeune, vous. J'étais jeune et voilà. Et en même temps, je pense qu'on a tous... à un endroit, effectivement, ce couvercle qui s'est refermé, on a quand même tous pris quelque chose, un bout de cette chose-là. Même Nicolas Sarkozy, dont Daniel Cohn-Bendit dit dans son livre d'entretien, on dirait un ado incapable de gérer son affect. C'est aussi... Alors c'est très marrant parce que quand j'ai été le voir cet après-midi, je lui ai donné mon livre avec une dédicace. J'ai dit, pour Nicolas, l'imagination au pouvoir, c'est pour quand? Salut Dany. Il me dit, c'est intéressant, je vais le lire. Et je lui ai dit, après vous m'appelez et on en discute. Je ne sais pas s'il va le faire, mais... Alors, on vous tient au courant parce qu'on va obliger Cohn-Bendit à tenir au courant de la suite et on mettra sur le blog qui s'appelle « Sortie de secours » la suite de cette lecture. On est d'accord? Bon. On est d'accord. Mourad Merzouki, vous dites, vous, j'ai 34 ans et je vieillis. Alors si eux sont jeunes, moi je suis le bébé, c'est ça, 68. C'est vrai que quand je vois ces images, moi j'ai jamais été dans la rue pour manifester. Enfin, c'était une autre façon finalement de. Je crois je fais partie de cette génération où on a essayé d'une autre manière de dire un peu ce qu'on avait envie de dire. En même temps, à des degrés différents, vous dites tous à peu près la même chose. Alors lui, il l'a dit quand il était plus jeune, parce qu'aujourd'hui il a un peu plus de 60 ans. Il n'a pas peur, il va dans la rue. Mais moi j'ai une question à vous poser, Mourad. Est-ce que vous vivez toujours à Saint-Priest? Je suis toujours à Saint-Priest, ouais. Je suis toujours à Saint-Priest. Pourquoi vivez-vous toujours à Saint-Priest alors que par ailleurs, on s'est rencontrés la dernière fois, c'était il y a 10 ans. Depuis, vous êtes allé à Moscou, à Johannesburg, enfin bon, le truc classique et le poncif habituel sur le thème artiste reconnu internationalement. Mais au-delà de ça, vous êtes toujours à Saint-Priest, qui est une banlieue modeste de Lyon. Parce que c'est une façon pour moi c'est un peu mon repère. Je suis né à Lyon, Lyon 3e, et c'est vrai que le métier que je fais aujourd'hui, j'ai la chance d'aller aux quatre coins du monde et de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde entier, et de comprendre Saint-Priest, c'est pas si dur, si petit, c'est pas. Enfin, on est dans un pays où voilà, il y a plein de choses que finalement on comprend que quand on part, on comprend que quand on voit ce qui se passe ailleurs. Voilà, donc j'ai besoin de ce repère-là. C'est finalement voilà, les rues dans lesquelles je suis, les personnes que je croise. Pourquoi est-ce que vous ne le dimensionnez pas politiquement ?
Parce que je pense que je ne saurais pas le faire. Pour moi, le fait de, par la danse, par mes spectacles, je me rends compte que j'avance à des pas de géant. C'est-à-dire que les gens que je rencontre, que je côtoie par mon métier, j'arrive à mieux les comprendre en étant un peu avec eux, en passant un peu du temps, en les croisant, que en étant devant mon poste de télé ou en lisant la presse de ce qui se passe au niveau de la politique. Très franchement, moi, j'arrive plus à la comprendre. Je suis complètement largué de ce qui se passe politiquement parlant, et que par rapport à mon histoire, au travers de mes spectacles, au travers de ce que je vis sur scène et après une représentation, par exemple, c'est la meilleure école. C'est-à-dire je vis des choses en direct, je me rends compte... C'est-à-dire que vous allez à la rencontre du public? Je vais à la rencontre du public. Et que vous ne sortez pas par une porte dérobée? Du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, je rentre de Chine, avant de partir, ce que je vois de la Chine, c'est un peu en ce moment... Je peux citer d'autres pays, mais c'est vrai qu'à chaque fois, entre ce qu'on voit au travers d'un écran et quand on vit vraiment les choses, pour moi, il y a deux mondes. Vous êtes chorégraphe, vous êtes directeur artistique. Vous avez réussi, depuis une dizaine d'années, à marier de manière tout à fait singulière le hip-hop, qui est une expression de la rue, avec la chorégraphie la plus exigeante. Est-ce que vous en étiez conscient dès le départ Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes dans une qualité de spectacle, mais en même temps, c'est critique positif et négatif, dans une qualité de spectacle exceptionnelle. Mais on peut aussi dire qu'il y a un risque de formalisme. Non, je n'étais pas du tout conscient. Au début, c'était tête baissée. Enfin, j'aimais danser, j'aimais le spectacle. Et c'est vrai que je ne me posais pas de questions. Je faisais les choses par plaisir. Boxeur, et en arts même martiaux, temps, etc. Parce que j'aime cette discipline, parce que j'aime l'art et parce que humainement, je me nourrissais énormément. C'est-à-dire le fait de passer, vous avez cité Saint-Priest, mon quartier, à être dans un théâtre, à rencontrer des artistes, des chorégraphes, des plasticiens, des musiciens, et puis de sortir de Saint-Priest, d'aller à Lyon, d'aller à Paris, de dépasser les frontières. Finalement, encore une fois, ça a été pour moi une belle école. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression de tourner le dos, par exemple, à la rue, pour parler du hip-hop qui vient de la rue. Au contraire, je fais des allers-retours entre les théâtres et la rue. Et le fait d'être dans un théâtre, je vais rencontrer un public de 7 à 77 ans, je vais rencontrer un public qui forcément va pas, ce matin dans l'avion, j'ai quelqu'un à côté de moi qui me regarde de bas en haut, peut-être par le loup, peut-être par je ne sais quoi, alors qu'à l'issue du spectacle, avant d'embarquer, j'ai cette hôtesse qui me dit: j'étais hier soir à ce théâtre à Chengdu qui était génial, et puis il y a tout de suite un contact qui est complètement différent. Et voilà pourquoi je fais ce métier, c'est-à-dire que tout de suite on est regardé différemment, et puis il y a un autre rapport qui se passe avec les gens, et puis voilà. Et puis le fait d'être dans un théâtre, encore une fois, c'est aussi une façon pour moi de progresser artistiquement, parce qu'encore une fois, on croise des gens qu'on ne va pas forcément croiser en bas de chez soi. Dernière création, Tricoté. Ça a été donné, en tout cas, ça a été donné le 18 avril à la Maison de Créteil, ou ce sera, pardon, le 18, c'est dans quelques jours. Ensuite, c'est en tournée en France. Ça a été créé à Châlons, c'est ça? Ça a été créé à Châlons en janvier. Vous étiez en résidence, parce que vous êtes encore un errant, on en dira un mot tout à l'heure. Pièce chorégraphique pour 5 danseurs, sous votre direction artistique et votre chorégraphie, compagnie Cafig. Un extrait avec Rémi Ocho, Karim Bedawadia, Kader Belmokhtar, Jonito, Mabrouk Koissem et Cheli. Extrait.
parlait tout à l'heure de cette dialectique singulière quand même entre la chorégraphie la plus évidente et la plus exigeante et le hip-hop. Travail important sur le corps. Quelle est cette discipline et ce travail qui est imposé aux... Alors, vous dites des danseurs ou vous dites des gamins de la zone? Des danseurs, avec un grand D. Non, des danseurs. Non, mais c'est vrai que c'est une belle histoire que rencontre la culture hip-hop, la danse hip-hop. Elle vient de la rue, elle sort pas du conservatoire et 15-20 ans après, elle est sur scène aux quatre coins du monde et elle évolue, elle progresse. Bien sûr, la route est encore longue, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est une danse qui est ouverte, qui va s'inspirer à d'autres univers musicaux voilà, je trouve que il se passe plein de choses autour de cette danse parce qu'elle a su toucher un public vraiment très très large et en même temps elle n'a pas de barrière, elle n'hésite pas à se confronter et à prendre des risques. Vous avez quel âge maintenant? 34 ans. Est-ce que vous dansez encore? Quand on voit le travail sur le corps, on en reparlera tout à l'heure avec Stanislas Nordet sur l'idée que l'acteur est d'abord quelqu'un qui met son corps en danger, mais là on le voit physiquement. Vous dansez encore? Alors je danse encore, beaucoup moins. J'ai commencé à l'âge de 7 ans dans une école de cirque, donc j'ai le corps qui a quand même un petit peu dérouillé, mais enfin en tout cas je m'accroche parce que c'est vrai que la sensation quand on danse, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui se vit et c'est vrai qu'avec l'âge, petit à petit, on sent qu'il y a, que le corps change, qu'il y a des mouvements qu'on ne peut plus faire. Et donc je pense que là je réfléchis à une danse finalement qui correspond aussi à l'âge que j'ai. Et je crois que c'est aussi ce qui est intéressant dans cette danse. J'ai vu des danseurs hip-hop qui ont aujourd'hui 48, 50 ans et qui dansent. En Asie, 74 ans. Une dame qui danse le hip-hop qui a 74 ans. Simplement, elle le danse d'une manière qui finalement, évidemment, elle ne va pas faire tout ce qu'on... Et de son âge. Elle ne tombe pas sur la tête, mais en même temps, ça reste beau à voir. Alors, dans la troupe qui est la vôtre aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Faux Bon. C'est un documentaire d'Agnès Guillaume en 2003. Et c'était un moment où vous castiez des jeunes femmes et vous disiez, mais moi j'ai pas l'habitude de ça. Autrement dit, la direction comme ça et cette sélection est quelque chose que j'ai du mal à gérer. Comme directeur de troupe aujourd'hui, alors que vous allez ouvrir enfin un centre chorégraphique dédié au hip-hop avec mélange classique, le cirque, etc. dans quelques jours, dans quelques semaines à Lyon. Comment est-ce que vous vous sentez comme patron ? Au niveau des castings, c'est vrai que, encore une fois, mon métier, je le construis de jour en jour. Au fur et à mesure, j'apprends. Et pour le hip-hop, au départ, il n'était jamais question de casting. C'était une bande de copains. On n'a jamais fait une sélection derrière une table en disant il faut choisir 3 danseurs. C'est quelque chose qui est horrible à faire parce qu'en un temps record, il faut cerner à la fois la qualité du danseur, mais en même temps, il faut être sûr du choix. C'est-à-dire qu'une création, ça ne se compose pas simplement sur la qualité du danseur, mais c'est sur ce qu'il est aussi. Est-ce que vous avez appris cette responsabilité-là? Ou est-ce que vous l'assumez parce qu'il faut l'assumer? Non, je l'ai apprise au fur et à mesure. Aujourd'hui, dans la compagnie, il y a une trentaine de danseurs et depuis 10 ans, il y a énormément de danseurs avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que, encore une fois, ça a été une belle école parce que tous les danseurs avec lesquels j'ai travaillé, finalement, ont appris le métier en direct. Ils se sont retrouvés à danser dans le monde entier, mais en même temps, ils découvraient ce que c'était un contrat, ce qu'était un employeur, ce qu'était une compagnie, et en même temps, ce qu'était l'exigence de la danse, les horaires, les répétitions, l'échauffement et tout ça. Donc, c'est tout ça, finalement, que j'ai appris sur le tas. Tricoter, c'est votre dernier spectacle, mais il y a eu Terrain Vague, qui était aussi un spectacle magnifique il y a 1 an. Vernet, ma consoeur de Libération, dit que dans le documentaire dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Faux Bon, dit qu'il y a une part d'oriental chez vous qui n'est pas encore révélée.
Oui, enfin, il y a dans mon travail à chaque fois, par exemple, quand on écoute les musiques, spontanément, j'aime assez bien mélanger les univers musicaux où là, je propose par exemple des musiques arabo-andalouses. Pourquoi? Parce que certainement que j'ai été bercé par mes parents, je suis d'origine algérien-kabyle et c'est vrai que je pense que le résultat de ce que je suis, finalement, cette espèce de mélange entre des copains complètement divers, entre des musiques que j'ai pu écouter à la maison, je pense que je le propose dans mes spectacles, mais de façon un peu inconsciente. Mais par contre, j'y vais toujours avec des pincettes parce qu'à 17 ans, 18 ans, j'ai toujours eu cette espèce de trouille en me disant qui je suis, qu'est-ce que je suis, français, pas français, je sais. Enfin, et c'est vrai que dans mes spectacles, à un moment donné, je me dis à quel moment je parle véritablement de qui je suis. Est-ce que je sais d'abord qui je suis? Et c'est vrai que j'y vais à petite dose parce qu'à mon avis, j'ai un peu, je suis pas forcément à l'aise et peut-être que quand j'aurai 74 ans, peut-être un jour, je ferai un spectacle. Peut-être un jour. Vous êtes conscient de la mort, c'est très bien. Peut-être un jour. Et vous avez toujours le sourcil qui se lève quand vous êtes en colère? Signe distinctif. Hein. Ouais, non, il paraît, mais je le suis de moins en moins. Il paraît qu'avec l'âge, non, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'encore une fois, de travailler avec des danseurs hip-hop, à la fois, il y a cette espèce de spontanéité de cette danse, cette espèce d'énergie, mais en même temps, il y a ce côté un peu fou furieux. C'est-à-dire que quand on commence à travailler pour une création... Bien canalisé quand on voit vos derniers spectacles, quand même. Voilà, il faut arriver à canaliser et puis faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, voilà. Le Paul Pic ouvre quand ? Alors le Paul Pic ouvre, si tout va bien, cet automne. Donc là, ça va être une grande première pour la culture hip-hop. À l'occasion de la Biennale de Lyon. À l'occasion de la Biennale de Lyon, ça va être une grande première. Qui vous a révélé, qui vous a aidé, hein, la Biennale. Voilà. Depuis tant d'années, on a travaillé de manière vagabonde, même si on a été sur des grandes scènes. On a travaillé avec de grands chorégraphes. Je pense qu'aujourd'hui, la danse hip-hop est véritablement reconnue. Il y a un vrai vivier d'artistes en France, de vrais chorégraphes, des spectacles super, mais toutes ces compagnies-là, aujourd'hui, elles travaillent de façon vagabonde, encore une fois, et j'espère qu'en tout cas, dans ce lieu, on va pouvoir passer une nouvelle étape pour la danse hip-hop. Voilà, donc je suis très heureux de ce projet. Quand j'aurais dit que vous êtes un fanatique de Chaplin et du travail que fait son petit-fils, hein, qui est James Thierry, je vous demanderais, on voit quelques images, hein, et par rapport au Paul Pic, il y a cette envie de marier et de faire se rencontrer les gens, à la fois le cirque, la danse, le hip-hop, etc. Pourquoi est-ce que vous êtes un fan de Chaplin et de Thierry? Enfin, mais on croit comprendre. Hein. Quand on voit les spectacles de James Thierry, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, il n'y a pas d'âge pour voir ce genre de spectacle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de poésie qui est Il est à Paris actuellement au Théâtre de la Ville. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce travail parce qu'encore une fois, il y a une espèce de simplicité. On en prend plein les yeux. C'est plein de poésie. C'est à la fois au niveau acrobatique, technique, très, très, très complexe. Mais en même temps, il y a cette espèce de simplicité qui fonctionne. Et j'aime son travail pour ça, j'aime le cirque pour ça, et le fait de marier le hip-hop à cette discipline, c'est aussi pour cette raison-là, c'est-à-dire que pour essayer à partir d'une danse qui est finalement très, très technique, très physique, de lui apporter une part comme ça, très, très légère, très simple, une poésie qu'on n'imagine pas au départ quand on pense à cette danse. Quel est l'objet qui vous prolonge ? Enfin, objet peut-être. Enfin, quel est ce qui vous prolonge? J'ai laissé tomber mes fiches. Alors, quand j'ai reçu la petite note. Mais on n'envoie pas de note, c'était une suggestion. Moi, je balance. Hein. Non, du coup, je dis qu'est-ce que je peux prendre? Et spontanément, j'ai pensé à mon passeport. Pourquoi? Parce que je pense que aujourd'hui, si je suis là avec vous, s'il se passe tout ça pour moi, pour mon
mon travail pour la danse hip-hop, c'est parce que justement on a eu la chance d'aller voir ce qui se passe dans nos pays voisins, et en fait, voilà. Donc je pense que pour moi, ce que j'ai vécu ces 10 dernières années, vraiment je le souhaite à tous, parce que encore une fois, c'est en étant avec les gens, c'est en passant du temps avec les uns et les autres que finalement on comprend ce qui se passe ailleurs, puis on comprend mieux ce qu'on est nous et ce qu'on fait. Voilà. Donc vous parliez d'identité tout à l'heure. Bon, étonnant, non, que vous ayez cet objet. Il est à jour ? On vérifiera tout à l'heure, hein, la sortie. Les visages sont à jour. Non, mais en même temps, je le montre ici, comme ça, je suis très fier de le montrer. Mais croyez-moi que c'est pas toujours si simple. Et c'est vrai que. C'est vrai quand on voit le nombre de gamins qui sont un peu comme vous, gare du Nord, palpés à tour de bras par les policiers et qui sont un peu basanés comme vous, bon, on a un peu peur quand on vous regarde. Hein. Non mais allez gare du Nord, baladez-vous gare du Nord à 17h le soir, c'est significatif. Un mot de commentaire, Stanislas Nordet. Moi, ce qui est fascinant, c'est quand le moment où il dit, voilà, cette identité multiple. Il y a quelque chose comme ça qui évolue dans nos sociétés et que ces identités, cette recherche d'identité, c'est pour ça que son passeport, moi je comprends, c'est le passeport, tous les visas, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a Union Européenne et République Française, et voilà, alors que pour dire aux gens, voilà, les Français, c'est ça aussi, c'est pas que Zidane, mais c'est aussi Zidane, c'est bon, et dans la musique, c'est vrai. Mais déjà, dans les années 60, je veux dire, même le début, alors c'est pas le hip-hop et tout ça, mais quand on voit l'évolution qu'a fait West Side Story, par exemple, qui a été une rupture à un moment très intéressante de mélange de musique et dans la danse aussi, qui a été une innovation, là, je suis fatigué, qui tournait justement autour de la multiplicité de la société. Mais juste un mot, la danse française dans le monde est justement repérée et reconnue pour ça, c'est-à-dire pour ce mélange, cette espèce de melting pot qu'il y a dans les spectacles. Et encore une fois, je crois que c'est ce qui fait la richesse de la qualité artistique des spectacles français. Stanislas Nordet, un mot de commentaire? C'est le passeport, hein. Le passeport, je vois très bien cette question, cette absurdité totale en France ou ailleurs d'ailleurs de la méfiance de l'étranger ou de la méfiance de ce qu'on ne reconnaît pas. Et en tout cas dans la culture française, on sait à quel point, mais dans le théâtre, dans la danse, partout, dans le cinéma, à quel point ça nous transforme, ça nous enrichit, ça nous bouleverse, et à quel point on serait sec sans cette porosité des frontières et la catastrophe immense qu'est tout type de protectionnisme et de refuser comme ça le mouvement, le mélange. Voilà. On va continuer sur le passeport. D'accord. Okay. Non mais c'est vrai que c'est la Vous avez marqué durablement les esprits, cher monsieur. Quand il dit tout à l'heure, il faut aussi aller voir à l'extérieur pour voir à l'intérieur. Ça c'est bon, voilà, c'est peut-être quelque chose mais c'est essentiel. C'est la dernière fois on est allé à Beyrouth, on revient de Beyrouth. Et le mot liberté, à un moment donné, quand on revient à la frontière, il prend un autre sens et on s'aperçoit de certaines choses vraiment dès la frontière, on va dire. Alors, on va continuer sur cette idée d'identité. Hein, parce que ça, c'est une manière de détourner le mot chez Tête Raide. Simplement, regardez, Cafig, Récital, c'est en DVD, Terrain Vague, et plutôt que de regarder des nanars américains, allez, payons-nous une bonne heure de danse en home cinéma, ou en home cinéma de quartier, hein, si on n'a pas... Bon. Et puis, on parle d'identité. En voici une belle identité. Bonjour à tous les deux. C'est Nika, vous êtes d'origine nigérienne. No Longer at Ease, c'est le titre de votre album. Et je vous propose de vous écouter dans une de ces chansons qui est dédiée à toutes les populations du delta du Niger. Cette chanson s'appelle Heartbeat.
trouble when I need you when I'm down. And likewise in your friendship, it's from a sample of it isolated things have been changing. You've gone to a jiggy, but the road you take a burden of this. The ones that make another way. You throw stone walls. Can you see that I am human? I am breathing, but you don't give a damn. Is beating. You're causing. Is beating. The pain you cause, you go. And now the waters are sleep. How would you ever wake her up when she gets deep in her dreams, wishing and get so many die? Can't you think that it is all about us? It's all about you. You sold your soul to the evil and the lust and the passion and the money in you. And the same ones die. Our people hunger for decades, suffer, wonder, civilized. Damn robbers, but the slave holders. Is beating. You're causing. And it's beating. The pain. You go. Evaded, eliminated, erased, interrogated. Our traditions, our love for a fellow countryman, a property, our resources, our pride. Evaded, eliminated, erased, interrogated. Our traditions, our love for a fellow countryman, a property, our resources, our pride. Can you feel? The pain, the pain, the pain, you go. No, 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 you don't, you don't, you don't, you don't, you don't give me down. No, 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 no. See, my soul, my soul, my pain, the pain you got. No, 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 no. Don't give a damn. Nika, accompagnée à la guitare par Jonas da Silva Pinheiro. Tetraed, Christian Olivier, au chant, à la guitare, au saxophone, à l'accordéon. Mais Tetraed, c'est aussi... Alors, dans les noms que je retiens, parce qu'on est dans des mots de minuit, il y a les chapelets, il y a Jamais je dégueule. Alors tout ça, c'est... Il y a mon slip aussi. Oui, il y a votre slip, c'est le dernier. C'est le label, quoi. Bon, c'est le label. C'est le label. Donc, merci d'être dans des mots de minuit, parce que votre travail sur les mots est étonnant. Sous tes fesses, mes grands yeux qui s'aperlipop. Bon, c'est lui qui écrit ça. Hein, comment est-ce que... et pourquoi est-ce que très vite le travail sur la langue a été quelque chose pour vous de fondamental? Parce que le groupe ne marchait pas au début, où il fallait écrire. Non, moi j'ai en fait tout a démarré en même temps. Jusqu'avant, je faisais des tours de mobilette en banlieue, quoi, on va dire. Et puis tout d'un coup... Oui, ça c'était avant, c'était quoi, il y a 20 ans 25, 30 voilà, 25 ans, on va dire, quoi, ouais, un peu. 10 ans. Dans ces eaux-là, quoi.
Et tout a démarré en même temps. En même temps, j'ai suivi, moi, l'école Estienne. L'école Estienne, donc... le dessin. Voilà, le graphisme, le dessin. Donc j'ai à la fois commencé la musique, l'image. Je me suis mis à bouquiner à ce moment-là. Je suis allé au théâtre à ce moment-là, donc j'ai suivi Touchero à Nanterre, Peter Brook après. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, ensemble. Et l'écriture est arrivée très vite derrière les premiers bouquins que j'ai lus, Genet, Lautréamont, Mayakovsky. Et il y a eu, voilà... Même Lautréamont? Lautréamont, oui, bien sûr. Ouais. Et puis, donc, il y a eu ce désir, un besoin, sûrement, un besoin, et un espèce de désir, de plaisir ensuite de se mettre à une table, et à la fois de se tourner plein de choses dans la tête, et ensuite de les sortir sur le papier. Donc c'est vrai que j'avais besoin de sortir de la matière. Donc à la fois, il y a ce travail sur les mots, bien sûr, le travail avec les Chapelets, donc, qui est ce groupe de graphistes dont je fais partie aussi, où là c'est un travail sur l'image. On est deux actuellement avec mon collègue Lionel à travailler sur les Chapelets. Donc à la fois c'est le passage, effectivement, les mots, l'image, la musique, les notes. On s'arrête sur deux mots que vous détournez avec plaisir et qui sont difficiles à dire, mais je pense qu'aujourd'hui ces mots-là sont difficiles à dire. C'est décramoisie. Hein, donc c'est une manière d'abuser du mot démocratie, et c'est iditenté, donc identité, le passeport de Mourad tout à l'heure. Hein, pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de tordre ces mots, ces deux mots-là qui sont des mots fondamentaux au pays des droits de l'homme? Je crois que c'est à un moment donné, c'est aussi pour justement faire grincer. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de naturel en même temps quand je réfléchis pas, quand le mot vient. Donc c'est vrai que j'ai une écriture au départ qui est plutôt très jetée, très brute. Ensuite, il y a tout un travail de montage de phrases, de mots, etc. Donc ce mot-là, à un moment donné, il y a aussi à la fois pour marquer effectivement à l'oreille le son, et puis lui donner un autre sens aussi, bien sûr, puisque j'aime beaucoup cette histoire de perdre le sens pour en retrouver un autre. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me parle beaucoup. Et en même temps, cette... comment dire, ludique, voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours le ludique dans l'écriture aussi. Dans les mots qu'on va retenir, il y a par exemple le collectif, on y vient dans une seconde, mais on peut retrouver vos textes et les dessins, ou en tout cas votre manière de faire dans cet album 11 chansons, score complet, solfège et tablature, avec un CD inclus. Donc on voit bien là votre manière de faire des petits bonshommes avec des grosses têtes, hein, et en espérant qu'on pense plus. Le mot collectif, ça vous va bien, et on vous a vu tout à l'heure chanter en ouverture de cette émission. Jean-Philippe Gonod, chez Segers, Poésie et Chansons, à propos de Tête Raide, écrit ceci: une meute des pitres, une sauvagerie rude et joyeuse qui empoigne, un vaudeville, c'est-à-dire une voix de ville, comme nous dit le petit Robert, ou plus précisément ce qui court les rues de la ville, un opéra punk à la lumière festive d'une prose ambulante et des joies nocturnes que les étoiles valsent dans les bas quartiers. Comment est-ce que vous, au-delà de la qualité de l'expression ici, comment est-ce que vous définissez? Parce que quand on regarde votre travail depuis toutes ces années, alors j'ai noté rock alternatif, j'ai noté bal musette, j'ai noté néo-réalisme, enfin tout ça. On s'en branle un peu de tout ça. On arrive à la centaine dans pas longtemps. Voilà. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous sortez le passeport, et donc l'identité artistique, quelle est-elle? L'identité artistique, il y a un noyau qui est à la fois une matière, des outils qui sont, pour Tête Raide, des notes. Moi, je dirais qu'il y a ma phase d'écriture, les mots, et puis l'image. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du corps. Voilà, le corps, c'est quelque chose, moi, qui dans la musique, a une importance énorme. L'espace, je dirais que tout de suite... Donc la scène. Tête Raide, il s'inscrit déjà, dès le départ, dans spectacle. Voilà. Donc la scène. On présente un spectacle, donc la scène, donc bien entendu le rapport au théâtre, le rapport à la danse, le rapport au cinéma, l'image, tout ça c'est des choses qui, dès le départ,
sont inscrits, je dirais, dans notre démarche du début. Ensuite, bien entendu, il y a le travail, il y a un travail personnel d'écriture au départ, ensuite qui est mis sur la table en collectif après. Et ensuite, tout un tas de... Voilà, la musique, on s'est toujours défendu. C'est-à-dire que vous passez le grand oral à chaque fois que vous avez écrit une chanson? Comment est-ce que vous fonctionnez? Enfin... J'arrive et je dis c'est ça, quoi. Voilà. Puis après, on bosse, quoi. Voilà. Mais pour ce qui concerne les mots, on va dire que j'arrive. Ensuite, tout le reste reste à définir. Le rythme, la longueur, améliorer les mélodies, etc. Le choix des instruments, les arrangements, tout ça, c'est du... Et ensuite, l'état d'esprit, puisque Tête Raide, il y a la musique, mais il y a tout un tas de choses. Les lieux, le choix des lieux où on joue est quelque chose de fondamental. Il y a une vingtaine d'années, quand on faisait effectivement du rock, limite du punk, emmener des gens dans des théâtres, un public rock, à l'amener dans un théâtre, pas évident. Pour nous c'était une démarche vraiment volontaire et quelque chose qu'on voulait, quoi. Et là, des fois, de faire l'aller-retour, aller jouer au Bouffe du Nord, aller, voilà, enfin, tout ça, c'est des choses qui... et puis les rencontres avec des gens, quoi, des rencontres avec des gens qui travaillent sur d'autres formes artistiques, c'est quelque chose que... on a toujours pratiqué, quoi. L'alchimie Tête Raide, c'est vous qui parlez. L'alchimie Tête Raide oscille en permanence entre une utopie née d'une envie de faire de la musique ensemble, de faire vivre et avancer un collectif, et le réalisme d'une gestion pratique, matérielle et financière. Avant toute chose, nous sommes un groupe de musique. Tout le reste gravite autour de cette envie première, de cette rencontre entre musiciens qui ont décidé de jouer ensemble et d'opter pour la vie qui découle de ce choix. C'est un véritable engagement. Est-ce que depuis No Dead But Red, Not Dead But Be Red. But Be Red, voilà, c'est ça. 1989. Est-ce que ça a toujours été aussi idyllique ou utopique plutôt qu'idyllique? Je dirais qu'il y a toujours eu le démarrage. Quand on démarre, on ne se pose pas la question. Voilà, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va faire de la musique pendant 20 ans? Est-ce que tout ça, c'est des questions qui sont... Et je dirais qu'aujourd'hui, on continue un peu à travailler dans c'est le bordel, cet état d'esprit. C'est pas que c'est le bordel, mais c'est que... Parce que vous dites quand même pratique, matérielle, financière. Hein, donc il y a quand même de toute façon, on est confronté dès le départ, quand on sort le premier disque, c'est un disque autoproduit. Voilà, on va emprunter, en tout ça va coûter rapidement 100 000 francs. Donc il y a 100 000 francs, on a 100 000 francs derrière. Il faut vendre des disques. Et, donc il y a un côté tout de suite, voilà, il faut rembourser les gens à qui on a emprunté de l'argent pour pouvoir continuer. Et ça, vous savez faire, c'est comme Mourad, il a appris, quoi. Ça, on l'a appris. Il y a eu En plus, bon, on s'est lancé, à chaque fois on se lance dans des projets, le deuxième album, par exemple, c'était en 90. On sort le disque sur un support et les paroles, voilà, Mange t'es mort, et les paroles dans un livre. Pour dire, voilà, on peut découvrir Tête Raide par le texte, avant même de connaître la musique. Voilà. Tout ça, c'est dans cet état d'esprit-là, en tout cas, quoi. Quel est sur ce parcours qui commence un tout petit peu avant 89, quel est le moment crucial? Quel est le moment où vous vous êtes dit on est ce qu'on est? Enfin, on parlait de l'identité. On se le demande toujours. Voilà. On sait qu'on... L'aventure est permanente. On sait qu'il y a quelque chose. Voilà, Tête Raide, c'est un chemin. Voilà, il y a quelque chose. Je pense que si à un moment donné, on a pu cet espace, j'allais dire de liberté, puisque c'est de ça dont on parle, et c'est là-dessus qu'on travaille, pouvoir travailler dans une liberté. Je dirais que si à un moment donné, cette chose-là commence à être touchée, je pense qu'on changera de travail, on fera autre chose, quoi. Voilà. 1993, Tête Raide est invité au Cercle de Minuit. C'est l'autre, c'est-à-dire c'est Michel Field qui était à ma place. Et à l'époque, vous interprétiez Les Petites Gueules. Et dans le cours des apprentis, il y avait qu'à brûler le temps de se les voir pour leur petite vie qu'on choisit pas. Ce serait trop qu'on ne restons pas. Prenons les routes, on se fait bandit pour ce que ça coûte. Prenons les ronds et les bicyclettes. Et les autres, mais ça continue, ils veulent que ça. C'est pour trembler, on pourrait dire, ils savent déjà à leur petite mine. Hey, les gars, la vie, on peur de rien, surtout pas les chevrotines. Ils vont loin, mais le cœur mal en point.
Ce qu'on appelle du rock alternatif. Hein. À cette époque-là, oui, ça y ressemble. Ouais. Dans vos références, on a repéré, alors Brel, bien sûr. Hein, je pensais aussi à une référence qui était Armand Gatti. Vous citez Armand Gatti et ça fait un pont entre vous, parce que Armand Gatti, c'est Sous les pavés la plage. C'est dans un de ses textes que cette formule de 68 Hard a été trouvée. Et puis, autre référence, il y avait Chuck Berry, en 65 en France, il interprète Roll Over Beethoven. Ouais. Donc on voit bien vos influences, on vous a entendu à l'accordéon avant, puis Chuck Berry, etc. Il y a un peu un mélange comme ça. Alors j'ai découvert, en regardant votre travail, dans ce besoin d'aventure ou de chemin de traverse qui est le vôtre en permanence, j'ai découvert qu'il y avait un instrument de musique qui s'appelait les ondes Martenot. Les ondes Martenot, oui. Que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. C'est un premier synthétiseur, on va dire. Et ça, vous l'avez adopté à pas une époque. Pas sur tous les... Mais il y a eu toute une tournée, tout un album. Avec Christinote. Voilà, Christinote qui d'ailleurs, entre parenthèses, sortira un album chez Mon Slip dans pas très longtemps. Voilà. Chez Mon Slip, pardon. Un album spécialement sur les ondes Martenot, parce que c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup d'ondes Martenot. Alors moi, vous connaissiez, vous? Ah non, pas du tout. C'est un clavier, comme ça, une espèce de clavier avec une bague et avec tout un tas de registres. Voilà. Et vous avez toujours voulu découvrir, hein, au fur et à mesure qu'on regarde votre évolution, donc l'orgue qui intervient. L'extrait de ce qu'on écoutait tout à l'heure chez Field, ça vient de Fleur de Yeux. Fleur de Yeux, ouais. Hein, c'était de 93. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, Mano Solo dit de cette époque-là, il dit que vous jouiez ensemble dans le noir. Est-ce que c'est vrai? Avec Mano Solo? Ouais. Enfin, il vous a vu un jour, tête raide, jouer, répéter ensemble dans le noir. Ah, c'était peut-être un rêve ou un... Mais on enfin, c'est écrit là. Hein, répété dans le noir, on a peut-être répété dans le noir, effectivement. Je ne me rappelle plus de cette expérience-là, mais... Et j'aimais bien cette idée aussi que vous pouviez, en plus, ça peut. Répéter dans le noir. Répéter dans le noir, où ça nous arrivait sur enfin, pour des raisons différentes, par exemple, premier printemps de Bourges où on joue, il y a toute l'électricité, effectivement, saute. On était en découverte à l'époque, première prestation. Et puis tout saute, et puis en fait, vu la nature de nos instruments, la musique a continué, et le concert a continué sans électricité, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il fait référence à ce noir-là, en tout cas, ça c'en était un, en tout cas. Quel est l'objet qui vous prolonge? L'objet, on va dire que, en ce moment, puisque les objets qui prolongent, on va dire, ça bouge, en ce moment, c'est Stig Dagerman. C'est monsieur Stig Dagerman, avec notre besoin de consolation est impossible à rassasier. À tel point qu'il s'est suicidé, hein, publié chez Actes Sud. Pourquoi? Parce que c'est un texte que vous découvrez, c'est un texte qui figure dans cet album et c'est plutôt couillu en termes de scène, puisqu'on a 20 minutes de récitation sur scène. Comment réagit votre public? Il y a déjà eu la première phase de l'enregistrer sur le support, le disque, ouais, qui a été en même temps plutôt de l'ordre de la performance. Voilà. Là, j'étais plutôt en phase de lecture. Ouais. Et puis depuis, je suis passé entre les deux, puisque je connais le texte à peu près maintenant par cœur. Mais je continue à revenir des fois à la lecture, parce que de le dire, c'est quelque chose qui est une mécanique. Il y a quelque chose qui se vit à ce moment-là. Et de revenir à la lecture permet de revenir à un autre sens, une autre
un autre rythme. Et ce qui est super aujourd'hui, c'est que le public, voilà, une chanson qui fait 20 minutes, parce que pour nous, on continue quand on travaille sur les auteurs autres que nos mots, c'est vrai qu'on continue à... Et ceux qui vous distribuent sont d'accord? Ah bah, de toute façon, ça, c'est voilà, les têtes raides, quoi. Voilà, quand on fait ça, c'est ça ou rien, quoi. Bah, c'est les têtes raides, il y a les mots, il y a ça. Et c'est vrai que le public, pour finir là-dessus, il y a un accueil qui est super étonnant, puisque une chanson, c'est 3-4 minutes au départ, et puis on passe à autre chose. Là, on se lance dans 20 minutes, et en même temps, ça passe très bien. Il y a quelque chose... voilà, il y a rien de... Après, peut-être le public tête raide a été amené à faire un peu de montagne russe sur ces différentes expériences, mais c'est quelque chose qui passe très bien en concert. Et ça fait partie de... je parlais de chemin de traverse, vous pouvez dire aventure, mais ça fait partie de cette aventure qui continue depuis plus de 20 ans maintenant. Hein. Commentaire, messieurs, sur ce que vous avez entendu de ce qu'a dit Christian Olivier. C'est ce qui m'a frappé quand il a dit « J'arrive et c'est comme ça oui, ». Ça m'a rappelé Pierre Clastres quand il fait ces sociétés sans État. Et il dit c'est des sociétés où les gens acceptent la qualité de quelqu'un pour quelque chose. Il n'est pas le chef pour toute la vie, hein, mais il est, et c'est reconnu. Donc le meilleur chasseur, ben, il conduit la tribu à chasser, le meilleur cuistot, il conduit pour faire la cuisine. Et c'était ça, il y a quelque chose de fascinant dans la reconnaissance par les autres d'une capacité pour une chose, et pas de discuter n'importe quoi. Donc c'est ça qui... Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Pierre Clastres quand il a dit ça, mais il y avait quelque chose de formidable. Et c'est vrai que les politiques, des fois, on se dit, oh, moi j'aimerais bien aussi de dire, ben, j'arrive et c'est ça, et tout le monde dit c'est ça. Ça serait formidable. Ça ne marche pas forcément comme ça. Mourad, comment ? Bah, c'est vrai, quand on connaît les têtes raides et quand on l'écoute, on se dit, mais finalement, quand on parle du noir, quand on parle de cette manière de travailler, finalement, où on se cherche, on essaye, on passe d'un endroit à un autre, finalement, je me retrouve complètement dans toutes ces interrogations et c'est aussi c'est ce qu'on a dans le bide le matin quand on se lève, c'est-à-dire que rien n'est jamais gagné, qu'à chaque fois, on a l'impression on repart, on attaque quelque chose de nouveau et voilà. Enfin, en tout cas, je ressens ça et je me retrouve vachement dans ce que tu dis. Voilà. Nous, on a connu une aventure, enfin on répétait à l'époque dans le noir, parce qu'on n'avait pas de lieu. Enfin, là, vous imaginez, enfin, il y a 15 ans, on escaladait, on passait par les fenêtres. Ah oui, vous aviez un gymnase, c'est ça? Dans un gymnase, exactement. Ça, ouais. Et c'était, les chorégraphies se faisaient dans le noir, voilà, au commencement. Oh, c'est sympa, tu vois pas ton partenaire. Stanislas Nordet, est-ce que vous êtes votre grand-mère aujourd'hui? Est-ce que vous êtes votre grand-mère? Est-ce que je suis ma grand-mère? Oui. C'est drôle cette question-là. Je suis, oui, forcément. Parce que c'est elle, hein, alors, pour préciser la question, clin d'œil, c'est elle qui vous a éduqué dans la prime enfance, qui vous a appris à lire, etc. Et il y a chez vous, et je me dis qu'aujourd'hui, on est complètement dans ce sillon-là, qui est le sillon de la transmission et de la pédagogie. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que vous êtes votre grand-mère aujourd'hui? En plus, vous verrez, l'objet, il est lié bon, à je ça. savais pas, je sais pas. Bon. Je sais que vous ne savez pas, mais je crois qu'en tout cas, ce qui est très fort, c'est effectivement qu'on porte en soi les expériences fortes de son enfance. Effectivement, ma grand-mère m'a appris à lire et m'a mis des livres dans la main et m'a donné ce goût-là. Je n'ai fait que ça après. Je n'ai fait que partager avec d'autres les lectures, les pensées qui me touchaient. Et le théâtre, pour moi, le geste du théâtre, c'était ça avant tout. C'était pouvoir, comme je lisais à des copains ce qui me touchait, après pouvoir le lire à plus de copains, pouvoir le faire partager à plus de gens, donc à un public. Donc il y a un geste fondateur effectivement là-dessus. Et la question de la transmission, pour moi, c'est même la seule aujourd'hui, je dirais, surtout dans notre société. Je pense que je pourrais arrêter demain de faire l'acteur, je pourrais arrêter de faire le metteur en scène, je pourrais arrêter quoi que ce soit, je pourrais jamais arrêter d'enseigner. Je crois que c'est une chose qui me tient et qui me donne un sens extrêmement précis sur comment continuer. Voilà pour la pédagogie, la transmission, et on vous regardera diriger des comédiens dans une seconde à propos de Marivaux. J'ai lu chez vous une formule qui était intéressante par rapport au théâtre. De manière provocatrice, vous disiez à une époque, de toute façon, le cinéma mourra, la télévision mourra, jamais le théâtre.
C'est surtout qu'on a de l'avance. On a de l'avance sur tout le monde. La télévision, c'est extrêmement récent, le cinéma aussi. Et puis on en voit déjà la fin finalement. Elle est annoncée d'une certaine manière. Dans un siècle, dans 2 siècles, elle se transformera. Le théâtre, c'est... Pas le besoin de jouer, quoi. Et puis surtout ce truc extraordinaire des gens qui sont mis en présence les uns des autres. C'est-à-dire que le soir, c'est ce geste quand même, moi ça m'émeut toujours. Hein. C'est-à-dire que le soir, on arrive dans un endroit pour faire des choses qui sont parfois difficiles, qui ne sont pas simples. Et puis il y a des gens qui sont là, qui sont venus personnellement, qui se sont déplacés, qui sont là pour écouter, pour ressentir quelque chose, pour partager quelque chose. Et ce partage de l'humain, du sensible, autour de la pensée d'un poète ou autour de la parole, c'est une chose miraculeuse et une chose dont on ne peut pas... De plus en plus miraculeuse, apparemment. Oui, mais on voit bien aussi que pourquoi est-ce que souvent dans les dictatures, les premières choses qui sont fermées, c'est les lieux de spectacle, les théâtres, etc. C'est parce que ça dit bien quelque chose. C'est un endroit où il y a une circulation de la pensée et de la parole qui est incroyable et qu'on ressent quand on est sur le plateau ou quand on est dans la salle d'une manière extrêmement aiguë. La dispute de Marivaux, reprise au Théâtre des Amandiers en 1997, on va vous voir dans une seconde diriger des acteurs. Marivaux, c'est celui qui vous fait connaître. Alors, vous êtes metteur en scène, vous enseignez au TNB, au Théâtre National de Bretagne, à Rennes. Vous avez fait, bien sûr, un répertoire classique, mais plutôt restreint. Vous êtes un fou furieux des contemporains, et vous avez là, pour le coup, une revendication sur les contemporains. Vous avez fait de l'opéra, et donc vous avez toujours choisi. On a l'impression que dans votre parcours, il y a des choix, et jamais pour la facilité ou pour votre endroit d'orgueil. Quelle belle expression, hein. Mon endroit d'orgueil, vous disiez il y a 10 ans à Laure Adler, mon endroit d'orgueil, c'est d'être un grand directeur de théâtre. Hein. Et puis l'endroit d'orgueil, c'est aussi de faire de l'opéra et de demander et puis gagner des millions et des millions. Or, vous avez toujours été, vous aussi, plutôt dans le chemin de traverse. Sur la dimension pédagogique qui est la vôtre, la dispute de Marivaux, 97, Nordet et ses acteurs. Je veux absolument que vous la méprisiez quand vous la trouverez. Oui, mais... Je veux qu'elle vous fasse peur. Elle s'appelle... Attendez. Elle s'appelle... Églé. Oui. C'est une... Églé. Incroyable ce qu'elle me dit là et tout. Mais ça revient là tout de même. Dans une acuité. Non, parce que ce qui m'intéresse, c'est que là, on voit l'acuité de ta pensée. Ce qui est joli, c'est que je vois, c'est que tu m'entraînes à voir ce qui se passe. C'est juste pour que moi, là, je vois ce qui se passe à l'intérieur de toi et que ça puisse me faire rêver, rentrer à l'intérieur et qu'après, quand tu vas retourner dans ce rapport là, et ben moi, j'y retourne avec toi. Je suis chargé avec toi. Je te lâche pas dans ces moments-là. Oui, donc le lien s'établit toujours. Vous ne les lâchez pas non plus, hein, les acteurs. Hein, c'est plus important que le permettre à l'autre de se révéler. Est-ce que c'est plus important que tenir le spectacle? Moi, comme metteur en scène? Je n'ai aucune ambition en tant que metteur en scène. Je trouve qu'aujourd'hui, le metteur en scène est omnipotent, a trop de pouvoir. La question, c'est surtout comment est-ce qu'on fait apparaître l'acteur, comment est-ce qu'on révèle l'acteur, et à travers l'acteur, comment est-ce qu'on révèle l'humain derrière, et puis surtout, comment est-ce qu'on fait passer des mots, quoi. Parce que notre première fonction, c'est de faire entendre. Plus que, pour moi, le théâtre est un endroit où j'aime penser qu'on vient plutôt écouter et entendre que voir. Je pense que il y a eu tout un courant du théâtre où tout d'un coup la fascination pour le cinéma d'un certain nombre de metteurs en scène faisait qu'il y avait une inflation comme ça sur les plateaux d'images. Et pour moi, le théâtre, c'est pas la question de l'image, c'est la question de comment est-ce qu'on écoute, comment est-ce qu'on transmet. Comment dites-vous, enfin non, plutôt vous dites, bon, effectivement, vous êtes fait connaître notamment pour Bête de style, qui est un spectacle de Pasolini. Il y a du Marivaux. Vous dites, il faut parler Marivaux, il faut parler Pasolini, ou encore aujourd'hui, il faut parler Richter, Volk Richter, qui est ce jeune auteur contemporain, metteur en scène lui-même allemand, que vous mettez en scène notamment au Théâtre du Rond-Point, à Monaco, puis à Avignon, etc. Donc, comment est-ce que vous vous appropriez la langue
de l'autre. D'abord, quelle est votre définition de la langue de l'autre? C'est quoi la langue de Pasolini? C'est quoi la langue de Fichter? Et comment surtout vous donnez à dire cette langue à l'autre? On le voit tout de suite quand on prend des langues extrêmes. Si tout d'un coup on travaille sur la langue de Guyotat par exemple, et puis juste après sur la langue de Molière, on est sur des vocabulaires, sur des syntaxes qui n'ont rien à voir, sur des rythmiques qui n'ont rien à voir, donc sur une respiration aussi du corps de l'acteur qui est complètement autre. Donc à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est comme des études finalement. C'est-à-dire comment est-ce que quand je m'attaque à la langue d'un auteur, comment est-ce que de la même manière qu'on apprendrait le chinois, comment est-ce qu'on écrit le chinois, qu'est-ce que c'est que le souffle, où on prend le souffle, où on met la langue celle-ci, là, comment est-ce qu'on l'articule. Je crois que ça, c'est une des plus grandes joies pour l'acteur, de se trimballer d'univers langagier en univers langagier. Sinon, l'acteur s'ennuie. Donc, comment est-ce qu'à chaque fois, il remet en question tout ce qu'il sait, et moi aussi, parce que finalement, tant que je n'ai pas parlé le Guyotat, tant que je n'ai pas expérimenté le Guyotat, je ne saurais jamais ce que c'est. C'est dur. Pourtant, il parle tout à fait normalement. On le recevait sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. Comment parle Richter, Volk Richter, jeune auteur allemand? Il parle droit, c'est-à-dire que c'est une écriture à la fois très trouée, elliptique, et puis qui va à l'essentiel. Il y a une espèce de... Ce qui me plaisait là-dedans, c'était le retour au théâtre politique, au sens large. C'est un jeune homme qui a été, qui est né en 69, donc on est encore dans le sujet, il n'a pas connu. Peu près, et qui a été profondément marqué par ce qui se passe au moment où l'Allemagne envoie il y a un tournant dans son écriture, l'Allemagne envoie des troupes en Afghanistan, et tout d'un coup il est confronté à ce paradoxe qu'on a interdit à l'Allemagne de prendre les armes pendant 60 ans, et puis que tout d'un coup on dit aux Allemands, maintenant allez-y, prenez les armes et allez-y. Et donc à partir de ce moment-là, il va écrire toute une série de pièces qu'il appelle ses pièces de guerre, pour citer un autre dramaturge anglais, celui-là, Edward Bond. Et il va se saisir d'une phrase de Gerhard Schröder qui était nous devons aller là-bas pour défendre notre manière de vivre. Donc il va décliner cette question de notre manière de vivre. Qu'est-ce que nous allons défendre? Comment nous allons le défendre? Qu'est-ce que c'est que notre manière de vivre? Et puis il va faire des pièces comme ça, qui sont des pièces assez courtes, qui sont des petits brûlots, des farces en même temps, des charges assez virulentes contre... Et là, on a 7 secondes In God We Trust, et ce sont des Américains qui bombardent l'Irak et finalement qui peuvent confondre le territoire qu'ils bombardent avec leur Texas natal. Et j'ai une petite surprise pour vous, parce qu'en préparant cette émission, je suis tombé sur un documentaire étonnant de Chris Marker, avec des images d'archives sur 68, revisitées. Revisitées. Et je me disais, j'ai vu votre pièce aussi, et je me disais, mais 40 ans avant, le mec avait déjà, on a déjà matière au spectacle de Richter. Regardez un document qu'a retrouvé Chris Marker et qu'il manipule, qu'il remet en montage pour parler de cette époque. Okay, we're inbound to the target now. We're down in Fork. We'll be approximately about 35 miles south of Canto, down near Kamau in the southern Kamau Peninsula of South Vietnam. And we're going to make a strike of 4 Sky Raiders. Each aircraft, we carry normally 6,000 pounds of bombs, and it's absolutely outstanding. Today you will see bombs and napalm, and that 2 of our aircraft, lead and number 2, are carrying bombs. We'll have 500-pound bombs and 250-pound general-purpose bombs, and 3 and 4 will have napalm, so it should be fairly exciting. Et donc voilà Chris Marker qui fait un travail sur cette époque-là. Et aujourd'hui, dans le théâtre d'un jeune auteur allemand, on retrouve la même chose, puisque dans 7 secondes In God We Trust, c'est exactement ça. C'est la juxtaposition sur une scène de théâtre de ce que voient des pilotes de bombardiers américains, un pilote de bombardier américain, et puis des extraits de la vie de ceux qui sont restés sur place. On regarde un extrait, on le juxtapose, un extrait de votre théâtre, donc Volk Richter, 7 secondes In God We Trust, mise en scène de Nordé, c'est jusqu'au 27 avril au Théâtre du Rond-Point. Les
Les supermarchés sont dévalisés. Les rues sont désertées. Amy, Bill et Marge sont assis au jardin, la peur au visage. Des avions de reconnaissance sillonnent le ciel. À chaque seconde, il pourrait se passer quelque chose, n'importe où dans le pays. Une attaque au poison dans le réseau du métro. Un détournement d'avion. Une valise inoffensive explose sur un tapis roulant. Un centre commercial vole en l'air. Un camion bourré d'explosifs fonce dans un hall d'hôtel. Une station-service explose à côté d'une usine. Le ministre des Affaires étrangères dit on a trouvé des enregistrements qui prouvent clairement que... On a trouvé des vidéos qui prouvent clairement que... Ça devient dangereux, nous ne savons pas précisément quand et où, nous savons seulement que ça va se passer, ça pourrait toucher chacun de nous, n'importe qui. Nous nageons tous en plein danger. Dieu, assiste-nous. Nous devons nous défendre. Nous devons les frapper avant qu'ils nous frappent. Texte fort contre la guerre des civilisations, contre l'idée qu'on puisse incarner le bien et aller se battre contre les forces du mal. Un mot sur votre dispositif scénique, cette cage lumineuse. Kafig, cage en allemand et en arabe. Richter il définit son texte comme une lecture-performance, pas comme une pièce de théâtre. Donc moi je suis quelqu'un qui suis très nourri de l'art contemporain, donc on voulait travailler plutôt sur une installation plutôt qu'un décor. D'ailleurs au théâtre je n'aime pas les décors, j'aime les installations, je trouve que pour ça les chorégraphes aujourd'hui souvent réinventent beaucoup plus l'espace scénique que nous ne pouvons le faire, c'est-à-dire où nous ne voulons le faire parfois. Je trouve que chez nous, parfois, il y a une espèce de paresse liée à la tradition. Et moi, je sais que j'apprends beaucoup sur les questions de l'espace de Jérôme Bel, par exemple, ou Boris Charmatz, ou des gens comme ça qui éveillent d'autres choses, d'autres rapports à la représentation. Donc, évidemment, j'étais très sensible à ce qu'il disait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut perdre un sens pour retrouver d'autres sens ensuite. C'était sur le mot démocratie. Et moi, dans le théâtre que je fais, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on peut laisser les sens du spectateur suffisamment ouverts pour qu'à la sortie du spectacle, il puisse avoir vu plusieurs spectacles, plusieurs décors. Donc, par exemple, cette cage lumineuse, il y a des gens qui disent que c'est un studio de télévision, il y a des gens qui disent que c'est l'intérieur d'un bombardier, il y a des gens qui disent que c'est la Voie lactée. Il y a 1000 sens. Quand on travaille sur un espace comme ça, on cherche à être dissensuel, à ouvrir toutes les choses et à faire que le spectateur puisse être dans une incompréhension active et joyeuse de ce qu'il va voir. Est-ce que, mais vous avez déjà en partie répondu, mais est-ce que vous êtes toujours aussi près du public? On se souvient de votre expérience au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, avec cette volonté de rendre le spectacle, le théâtre accessible, de l'ouvrir toute la journée pour que les gens viennent peut-être y faire autre chose que voir des pièces, etc. Et comment est-ce qu'à Rennes, et dans l'activité que vous avez aujourd'hui, comment est-ce qu'on reste près du public? Comment est-ce qu'on échange avec lui? Je me souviens qu'en Seine-Saint-Denis, vous faisiez la tournée des portes dans les immeubles pour dire, voilà, on est le théâtre, venez nous voir. Enfin, est-ce que vous le faites encore aujourd'hui? Ce côté militant que vous aviez à l'époque. J'ai commencé comme ça, en sortant du Conservatoire national d'art dramatique où j'étais acteur, je suis arrivé tout de suite à Saint-Denis. C'était Jean-Claude Fall qui dirigeait le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis à l'époque. Et tout de suite, j'ai été propulsé à travailler dans les cités et à voir immédiatement à quel point il y avait un désir de culture, un besoin d'entendre de la parole. Donc ça m'a contaminé à vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est important pour moi de prolonger les spectacles auprès des gens qui sont venus les voir, c'est-à-dire d'aller voir avant, après, de pouvoir aussi continuer à faire des gestes pédagogiques dans les quartiers. C'est une chose qui, comment dire... Ou les prisons, ou les enfants, enfin...
on travaille à la prison de Rennes, par exemple, aussi, mais c'est-à-dire, c'est comment dire, c'est pas, d'ailleurs, il n'y a rien d'héroïque là-dedans. C'est-à-dire, souvent, ça m'énervait à l'époque qu'on dise, c'est formidable, vous faites des trucs incroyables. Je pense qu'il y a cette nécessité, surtout quand on travaille dans nos métiers, d'aller vers l'autre. Et on travaille pour le public, et donc pour les publics, et pas simplement pour les publics qui viennent, mais pour ceux qui ne viennent pas. Donc ceux qui ne viennent pas, il faut bien aller les regarder, leur donner à renifler un peu ce qu'on fait pour qu'ils puissent avoir la conscience que c'est possible d'y toucher et d'y participer, et que ce n'est pas simplement quelque chose qui est très très loin. Mais il faut savoir simplement que par exemple à Saint-Denis, quand je travaillais à Saint-Denis, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas au théâtre le soir? C'est pas parce qu'ils ont envie de regarder la télévision, c'est parce qu'à partir de 19h30, il n'y a plus de moyens de transport pour aller en centre-ville. Donc c'est aussi simple que ça. C'est aussi bête que ça. Quel est l'objet qui vous prolonge? Alors l'objet qui bon, j'ai amené un livre. Où l'on reparle de sa grand-mère. Voilà, j'ai amené un livre. Alors alors vous êtes toujours un fou furieux de lecture, c'est toujours 3 livres par jour? Vous achetez 3 livres par jour? Je lis beaucoup, oui. Je lis beaucoup de manuscrits et je lis beaucoup surtout que voilà, j'aime beaucoup la philosophie aussi. Donc quand on lit de la philosophie, on est obligé d'avoir le livre un peu tout le temps dans la main. Donc ça, c'est un objet particulier parce qu'en fait, c'est pour ça que j'étais ému tout à l'heure quand vous avez commencé à en parler de ma grand-mère, parce que c'est en fait un livre que je connaissais depuis longtemps, qui est La folie du jour de Maurice Blanchot, et que quand j'ai su que ma grand-mère, qui était quand même quelqu'un de fondateur dans mon parcours, allait mourir, j'ai eu envie, quelques mois avant sa mort, de lui offrir ce livre-là. Et il se trouve qu'après, j'ai récupéré l'exemplaire que je lui avais offert. Et je ne sais pas si je peux vous lire juste quelques... Avec plaisir. Et c'est sur cette question de l'instant, cette question de comment être vivant et de comment est-ce que le passage... qu'est-ce que c'est qu'une vie, quoi, d'une certaine manière. Je ne suis ni savant ni ignorant. J'ai connu des joies. C'est trop peu dire. Je vis et cette vie me fait le plaisir le plus grand. Alors, la mort, quand je mourrai, peut-être tout à l'heure, je connaîtrai un plaisir immense. Je ne parle pas de l'avant-goût de la mort, qui est fade et souvent désagréable. Souffrir est abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr, j'éprouve à vivre un plaisir sans limite et j'aurai à mourir une satisfaction sans limite. J'ai erré, j'ai passé d'endroit en endroit. Stable, j'ai demeuré dans une seule chambre. J'ai été pauvre, puis plus riche, puis plus pauvre que beaucoup. Enfant, j'avais de grandes passions et tout ce que je désirais, je l'obtenais. Mon enfance a disparu, ma jeunesse est sur les routes. Il n'importe. Ce qui a été, j'en suis heureux. Ce qui est, me plaît. Ce qui vient, me convient. Mon existence est-elle meilleure que celle de tous? Il se peut. J'ai un toit, beaucoup n'en ont pas. Je n'ai pas la lèpre, je ne suis pas aveugle, je vois le monde. Bonheur extraordinaire, je le vois. Ce jour hors duquel il n'est rien, qui pourrait m'enlever cela? Et ce jour s'effaçant, je m'effacerai avec lui. Pensée, certitude qui me transporte. Vous êtes un homme de théâtre, vous, hein? Un homme de mots. Qui veut réagir par rapport à ce que moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement quand on va dans des lieux hors théâtre, voilà, c'est d'aller vers l'autre. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal, voilà, d'aller à la rencontre de gens dans la rue, dans les collèges, dans les prisons, en dehors du plateau. Je suis d'accord. Sur cette idée de la normalité de la rencontre. Ouais, c'était fascinant. Il y a une tradition en France. On a parlé de Gatti tout à l'heure. Il y a Ariane Mouchkine et tout ça. Cette tradition du théâtre qui n'est pas ce truc brechtien que je trouve un peu ennuyeux, engagé, mais qui est un engagement sans faire du théâtre. Enfin, je lis rapidement et c'est fascinant. C'est vrai que comme ça. Actualité cinématographique, Rome plutôt que vous,
c'est alors notre Rémi Roche, qui est le fou de Cinoche dans l'équipe, dit que c'est la pépite. Alors pour que Rémi dise que c'est la pépite, c'est que c'est la pépite. Rome plutôt que vous, c'est un premier long métrage de l'Algérien Tariq Tegouia. Alger, on est dans les années 90, les pires années du terrorisme, et il y a deux gamins qui essayent de se tirer vite fait bien fait, avec ou sans passeport. Bon, effectivement, aujourd'hui, la situation en Algérie a un peu changé, mais pas forcément ce désir et cette envie d'aller voir ailleurs. Rome plutôt que vous, style extraordinaire, maîtrise cinématographique incontestable. Voici un extrait de ce film qui est sur vos écrans cette semaine. خير غنيمة، السلام عليكم. وعليكم السلام يا درعة الإرهاب. أخبار عربية ها؟ واش بكري اليوم ما عندك شغل امبورطون. ديالك كنا نبقى نشوف اللي فات يا راه. شو فيك كيتجري علاش كيتجري؟ أنا في حمضي غير شوفني خاطب ديالك. أخذك من حمضي كاع ما عندك الروما على روحك ما تقعنيش فيا. روما ولا نتوما؟ Avoir toutes les références, bien sûr, sur Sortie de secours, qui est le blog de l'émission. Je vous signale également Nemo, c'est le rendez-vous multimédia d'Arcadie, festival des amateurs d'expérimentation audiovisuelle. Ça existe depuis quelques années, c'est jusqu'à la fin de la semaine à Paris, et on y montre tout ce qui, en termes d'images animées, s'imagine, s'invente. Extrait avec ce clip réalisé par First Avenue Machine pour le groupe Clark. Avant d'écouter un deuxième extrait de Banco, le nouvel album de Tête Raide, je vous signale simplement que Jean-Claude Pirotte, le poète, publie aux éditions Le Taillis Pré Avoir été. Et Passage des ombres, c'est à la table ronde. Enfin, chez Seven Doc, des documents inédits de Robert Desnos. On en parlait la semaine dernière à propos du musée de la déportation de Compiègne, et puis de la poésie en général, que connaît bien Christian Olivier. Desnos a pu être l'un de ses inspirateurs. Tête Raide, on les retrouve dans un deuxième extrait de leur album, Banco, c'est Tam Tam. À vous, messieurs. Dames, merci. Il fait noir, il fait blanc, il fait rouge dedans. Cap au pire à l'Occident, c'est tout droit l'accident. Tam 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 tadam. Tam 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 tadam. Tam 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 tadam. Tam 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 tadam. Quand on passe à travers le béton de la terre, on
les ciels en papier. Tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam. Au-dessus des étoiles, le dessous de nos voiles. Si tu penches un peu à la fenêtre du temps, il te fera vivre un peu vivant. Tam 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 talam, tam 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 taladadadam, tam talam talam, tam 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 talam. Rouge il fait bleu, où cet ami des yeux, de la terre de feu, on n'en aura pas deux. Tam 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 tam, tam 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 taladadadam, tam tam tam, tam 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 tam. Tête raide. Voilà, voilà le dessin de la pochette de leur dernier album qui s'appelle Banco. Actualité musicale à l'occasion du printemps berbère. Je vous signale que Bellili sera en concert au Divan du Monde, c'est le 18 avril. Voilà, Malek Bellili que l'on connaît et qu'on a déjà souvent reçu dans cette émission. C'est le printemps berbère. Alors je ne sais pas si le printemps berbère tarde à venir, mais en tout cas le printemps tout court tarde à... le printemps tout court tarde à venir. Actualité musicale, René Aubry, Playtime. Référence bien sûr à qui vous savez, et je voulais vous signaler au 20e théâtre une pièce dont nous avons parlé qui a été imaginée par Gélas au théâtre du Chêne Noir à Avignon. Ça s'appelle Guantanamour et c'est la seule pièce qui a été écrite à ce jour sur ce lieu américain à Cuba. C'est une zone de non-droit où les droits de l'homme sont allègrement bafoués. Parlons droits de l'homme pour terminer cette émission comme d'habitude, sans en rire. À propos de la peine de mort, je notais que dans le rapport d'Amnesty, on dénombre cette année, l'année dernière, 2007, 1252 exécutions capitales. C'est plutôt mieux que l'année précédente, c'est plutôt mieux en moins, veux-je dire. C'est la Chine qui détient le record du monde, expression facile, des exécutions capitales, 477. On parle de 6 000. Non, exécution officielle. Oui, officielle. Oui. Et évidemment, Amnesty dit, mais ça, c'est ce qu'on sait et ce dont on est sûr. Pour le reste, ça va de quelques centaines à plusieurs milliers, effectivement. Derrière, on a l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et les États-Unis. Et la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Enfin, je termine avec la situation dans les prisons françaises. 62 586 détenus pour 50 737 places au 1er mars. Et puis, sachez que l'ancien directeur
directeurs de la santé et l'assistance publique sont renvoyés par le juge d'instruction en correctionnel pour homicide involontaire après le suicide en 1999 d'un détenu à la prison de la santé. Le parquet a fait appel, mais c'est la première fois qu'un directeur de prison qui est responsable de la santé des détenus en prison est justement poursuivi en correctionnel. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous recevons la directrice du Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine. Bonsoir, bonne nuit. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.